Bonjour, bonjour, le légendaire Benoît Lapierre. Comment vas-tu, mon ami? Nous sommes. Ben oui. On se fait un petit vidéo Zoom comme ça, conférence. Hein. Les distances qui nous séparent sont rendues assez grandes. Donc, c'est le modèle le plus intéressant pour l'instant. Euh, on a parlé souvent du développement du bébé ensemble. On a fait plusieurs formations ensemble, plus scientifiques, terre à terre. Je sais que toi, tu es allé beaucoup dans les développements psychosociaux. Tu es allé dans plein de choses par rapport à l'enfance, le côté spirituel, le côté relation entre deux humains, la relation avec l'enfant, les perceptions de plein de choses. Tu es allé cogiter d'autres trucs seulement, exemple, les réflexes primitifs ou la biochimie pure et dure de l'enfance, puis de la nutrition, tout ça. Neurobiosocial et développement. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça qui est intéressant. Puis je sais que si on fait un live sur le sujet avec toi, on va avoir complètement d'autres pistes qu'on n'a jamais entendues nulle part. Donc, je demande aux gens une certaine ouverture parce qu'évidemment, c'est probablement pas leur sujet de toute manière. Alors, ésotérique. Ça va être très intéressant de toute manière. Et s'il y a des trucs que vous appréciez dans ce que Benoît va dire, allez peut-être lire sur des segments avant de lui en parler. Bon, je vous conseille de vous ouvrir à ces nouvelles théories. C'est pas mal intéressant. Puis je pense que tu as eu quelques bons résultats cliniques. À la fin, je ne sais pas dans combien de temps qu'on s'enlève, entre 1 heure et demie et 3 heures, et à la fin, je vais référer certains noms que là, les gens peuvent se diriger et s'amuser. Super. Excellent. Je sais que toi-même, tu avais un parcours, je crois, pour avoir un enfant, puis que c'est là que le sujet, je crois, ça t'est vraiment venu, que tu as eu un intérêt plus profond dans le développement, là, je crois. Si on parle de ma curiosité personnelle, c'est plutôt venu. La posturo m'a fait forcer à vouloir comprendre la neurologie. La neurologie m'a amené au monde prénatal. Et le monde prénatal est chez moi un certain mystère personnel, un certain symbole, une interprétation avec des enjeux sérieux. Donc, ça m'a attiré profondément dans une voie, je te dirais, surtout personnelle, mais après aussi de micro-spécialisation, si on peut donner le titre. Mais c'est ça, j'ai donné pratiquement peut-être un 3-4 ans intensif de profondeur, d'un travail de profondeur, autant personnel qu'académique. Oui, j'ai recueilli beaucoup de tes notes parce que tu as fait beaucoup de messages là-dessus sur les médias sociaux, puis je ramassais toujours tes notes. C'est super intéressant. Moi, c'est mis dans un dossier de développement un jour parce qu'on avait l'intention de créer un cours sur le sujet en temps et lieu. Pour l'instant, ben, je vois avec la demande et le temps que j'ai, mais c'est toujours dans mon petit dossier. J'ai plein de notes de Benoît, donc il reste, tu risques d'avoir pas mal de citations la journée que ça va sortir. Je vais essayer le plus possible de donner tout ce que je connais, tout ce que je suis attiré de ou inspiré de. C'est sûr que ça reste une improvisation, mais en toute humilité, ça ne veut pas dire que je suis parfait avec mes enfants, je ne suis pas un parent parfait, je ne suis pas un père parfait. C'est pas ça le message. C'est plutôt un message que l'imperfection honnête, tu sais, quand on a interagi avec ses enfants, avec son bébé, on dit, écoute, tu sais, t'es mon premier bébé. La première fois que j'ai tenu mon bébé dans les mains, c'était la première fois que j'ai tenu un bébé dans les mains. Donc, je ne dis pas. Puis la théorie, c'est beau la théorie, mais la théorie et la réalité pratique est complètement différente. Exact. Donc, oui, je suis père moi aussi, puis je comprends tout à fait ton point de vue. Même chose que j'ai eu mon bébé dans les mains. C'est ça. La famille est un icône de valeur. Tu as ton drapeau et ton icône. Tu choisis est-ce que c'est l'amour, quels sont tes principes de valeur. Et chaque famille est différente. Et ce cours-là, c'est vraiment un cours, je dirais, une présentation, un séminaire exploratif, expérimental sur le développement du bébé. C'est pas de vous dire que c'est comme ça et c'est pas rigide. C'est plutôt laisse les mots t'imprimer, enregistrer, mais le corps fera bien ce qu'il veut avec ça. Cette liberté-là. Je te laisse aller, mon ami. Je pense que tu as beaucoup de choses à nous dire. On commence par l'infertilité. Pourquoi? Parce que le nombre de sperme a baissé, le nombre de mobilité et structure de la qualité du sperme. C'est sûr que bon, il y a des raisons environnementales. Oui, c'est ça, 5 gigs et compagnie.
Et aussi, on est passé d'un lifespan d'environ de 54 ans il y a 100 ans à 80 et on est passé de 1 billion en 1800, dans les années 2000 à 7 billions. Donc, c'est sûr que la nature, l'écosystème, l'intelligence va dire, OK, on va faire un certain ratio. Je pense que les couples qui ont la misère avec la fertilité est environ dans 10 et 15 dans l'Amérique du Nord. Mais tout ça pour dire que ça fait progresser aussi la science par ces in vivo, in vitro, aller chercher le sperme gonade, aller le mettre direct dans l'ovaire, etc. Donc, il y a des alternatives à la fertilité. Et la vie a son... Le gène qui pousse la reproduction n'est pas nécessairement un système d'éthique et de morale. Donc, il y a des parents extraordinaires qui sont prêts à avoir des enfants et il y a des parents qui ne veulent même pas d'enfants qui en ont. Donc, c'est toute une polémique sociale. Au point de vue, ça, c'est vrai. Exactement. On fait tous du mieux qu'on peut ensuite quand on l'a dans les mains, mais ça change des projets de vie souvent. Là, au niveau génétique, tu as les CRISPR. CRISPR qui est une nouvelle technique embryonnaire où ce que tu pourrais impliquement changer, mettons un enfant a une maladie X, Y, Z, tu pourrais changer le code génétique pour déliter complètement. Et il y a du monde pour, et il y a du monde excessivement contre. Le monde qui sont pour parce qu'ils voient les bénéfices à court terme. Puis le monde qui sont contre, c'est qu'ils voient les carences qui sont impossibles à encrypter et qui finalement, au point de vue génétique à long terme, seraient même pratiquement apocalyptiques. Les gens qui sont contre le CRISPR sont littéralement très agressifs, genre « fais pas ça, on joue avec quelque chose qu'on ne comprend pas, on n'a pas l'intelligence artificielle, on n'a pas le système de computationnel qui est capable de gérer les CRISPR, donc on devrait laisser un peu faire la nature. » C'est quelque chose qui me fait vraiment peur par rapport à ça. Ça fait très longtemps que je lis, exemple, des livres comme Le meilleur des mondes, le 1984, tous les gens, la société, comment c'est contrôlé avec l'élite qui se met en place, puis que un peu, je me rappelle pas si c'est dans Le meilleur des mondes, je sais qu'il y avait des alphas, des bêtas, ils allaient selon les codes génétiques des personnes pour leur donner un travail, puis que c'est un peu ça. Mais il y a d'autres livres que j'avais lus, je ne me rappelle plus exactement, mais c'est justement, l'élite va se permettre toujours de, ah ben mon enfant, lui, il va avoir les yeux de telle couleur, ils vont jouer avec des facteurs génétiques comme ça pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'imperfection. Là, ça fait que l'élite reste dans l'élite de plus en plus dans les faveurs, puis c'est un gros problème. Là, il y avait une forme de racisme qui allait commencer à se passer avec ces gens-là, parce qu'il y en a qui portaient des lunettes, qui portaient des choses, puis là, on les voyait comme des êtres faibles, des gens avec des qui ne sont pas parfaits, puis là, il y avait comme une fente dans la société qui allait se faire avec ça. Moi, ça me fait peur beaucoup, la génétique, avec tout ce qu'ils sont en train de faire. Hein. Mais en tout cas, ouais, fin de ma parenthèse. Ouais, mais si tu regardes, mettons, deux génies qui auraient un quotient intellectuel trop élevé de la même hémisphère, tu aurais une carence de latéralisation et ça ne va pas recréer le génie des parents, ça va créer du monde, je dirais un peu comme moi et toi, qui sont un peu asymétriques et peut-être pas nécessairement élitistes, un peu plus créatifs, spontanés, désorganisé, mais génial en même temps. Donc, faut laisser aller. Je pense que les tendances comportementalistes et nationalistes sont un peu passé date parce que d'un sens, par l'héritage transgénérationnel et ancestraux, on hérite d'à peu près 400 traits qui sont très différents de nos parents. Donc, si je regarde ma fille, son type d'humour n'est pas le mien, n'est pas le sien, est vraiment sorti de je ne sais pas où. Et c'est très beau. Il faut honorer ces différences-là. Mm-hmm. Exactement. Donc, c'est sûr que on est 7 billions sur la planète. Fait que c'est un peu bizarre de quelqu'un qui va dire « Ah, j'ai peur d'accoucher, je vais mourir, ça va être dur, ça va être difficile. » Il y a beaucoup de fausses peurs. Il faut penser qu'il y a beaucoup de naissances, puis des naissances, il y en a depuis très longtemps. Donc, il y a une certaine intelligence. Il faut faire confiance à notre bagage historique.
et notre bagage géopolitique et notre bagage de la force d'adaptation de l'être humain. Il ne faut pas vraiment se leurrer dans les peurs. C'est sûr que les peurs ont un certain trigger, une certaine force, un certain message à écouter, à explorer, à contempler, à comprendre, mais quand même, ça reste un peu inutile parce que d'un sens, il faut connecter à la vie intérieure en soi comme un accueil, comme tu as le droit de vivre et ce n'est pas dangereux de naître. Au contraire, c'est un moment magique, c'est naturel. un moment de rituel, c'est un moment de réunion, c'est un moment d'amour. Il faut changer ces conceptions-là. Est-ce que, je fais une parenthèse, est-ce que tu crois... Moi c'est quelque chose qui m'est venu en tête, parce que j'ai vu des morts devant moi, des gens qui mouraient. C'est quelque chose qu'on est un petit peu aseptisé dans notre époque. On ne voit plus des gens mourir. Puis à l'époque, les gens allaient à la guerre, où il y avait des attaques, des camps qui nous attaquaient, des tribus opposées. Puis c'était quelque chose de commun, la mort puis la vie. Parce qu'il n'y avait pas de médecin, il n'y avait pas d'institution, il n'y avait pas une petite pièce privée juste pour eux. C'était des choses qui se faisaient publiquement. Comme autant l'allaitement, etc. Puis est-ce que tu penses que tout ça vient justement affecter un petit peu ça, vient rehausser la peur parce que ça devient un peu de l'inconnu. On voit une femme enceinte qui allaite, ou une femme qui allaite, excusez, puis qu'on se dit, oh, c'est bizarre, autant que si on verrait du sexe dans la rue ou quelqu'un qui se fait battre dans la rue ou quelqu'un qui nous attaque. C'est vraiment, je pense, cette aseptisation-là qui vient créer des peurs. Hein. On n'est plus... on voit de la violence qu'à la télévision, mais dans la réalité, on ne sait plus comment réagir. De la beauté et de la violence, parce qu'il n'y a pas que de la beauté. Là. Il n'y a pas que de la violence non plus. C'est exactement ça pour ça qu'on fait des lectures comme ça, pour changer les tabous sociaux, pour aussi comprendre l'intelligence du bébé et de son processus et de l'honorer et de voir aussi que la vie, c'est pas quelque chose de fatal. La vie a une continuité, là, même si aujourd'hui il y a des pressions culturelles et politiques. Même le mouvement féministe se réinvente, se cherche à travers ses choix. Parce que, tu sais, est-ce que c'est le choix de la carrière ou c'est le choix de la naissance ou c'est un mélange des deux? Comment jongler avec tout ça? C'est pas nécessairement facile au plan financier. Au plan émotionnel, c'est un peu la vie qui fait son chemin avec ses beautés et ses surprises. Et, ça reste une expérience. Je pense que tu as ouvert une porte sur le choix de la naissance que les gens n'ont peut-être pas compris. Là, mais tu veux dire qu'il y a peut-être une partie de notre âme qui irait chercher notre sexe à la naissance. C'est un peu ça que tu veux dire pour notre passage sur Terre ou je suis en train d'en amener dans quelque chose d'un petit peu trop holistique? Il y a vraiment, selon moi, là, dans l'anticipation du ressenti corporel, somatique, sensuel, perceptuel, des cellules glia, il y a cette imagination-là. Et la personne se dit, ben, est-ce que j'ai le droit de vivre? Quelle est cette dimension-là? Et quelle est ma maison? Tu sais, est-ce que la maison m'invite à m'exprimer et à vivre? Tu sais? Puis même au point de vue prénatal, parce que par le placenta passent les émotions, par le système nerveux, le bébé ressent ce que la mère ressent. Donc, ses rires, sa danse, ses orgasmes, sa joie, son interaction avec son bébé aussi. Il y a vraiment cette communication somatique. Hein? Il y a des bébés qui ont dit « Maman, ça va pas bien, va à l'hôpital. » T'arrives à l'hôpital, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai, mais mon bébé me dit quelque chose, regardez-moi, et il dit « Mais oui, évidemment, on est content d'être ici, on peut régler ici, ça. » Donc, il y a vraiment une intelligence qui est un peu métaphysique, qui reste dans le monde ésotérique. Et moi, c'est ce qui m'inspire, finalement. Donc, la conception est un moment très important parce que c'est un rituel d'accompagnement de l'archétype hommes et femmes. C'est sûr qu'il y a toutes sortes de naissances alternatives là, au niveau... il y a des mères porteuses, il y a des donneurs de sperme, il y a des donneurs génétiques, etc. Mais tout ça est correct, mais quand même, la conception a quand même son essence et son rôle et son symbole. Dans quel environnement ça a été fait? Dans quel consentement? Dans quel
romantisme? Est-ce que ça a été fait pendant une fête? Est-ce que ça a été fait dans un moment très calme, très connecté, très sensuel? Ou ça a été fait dans un moment vraiment très performatif? Selon moi, cette dimension-là est importante. Elle a sa narration, elle a son message, elle a quelque chose à dire. Et c'est important comme parent de se dire, bon, écoute, j'ai un bagage de mes propres parents. Moi, j'ai le bagage aussi de la vie dans son harmonie, l'écosystème avec moi et toi et nous. Donc, toutes ces dimensions-là, au niveau de la conception, il y a quelque chose de... Il y a un message important et c'est important pour les deux parents de codifier, de comprendre, d'écrire, d'échanger, de parler, aussi en présence du bébé, parce que le bébé aussi, il n'est peut-être pas aussi niaiseux qu'on pense, il y a plus une extéroception vestibulaire et ça, émotionnelle, même au premier trimestre, selon moi, au premier trimestre, jamais prouvé par la connaissance, ça reste une pensée, une religion, on peut faire ça comme ce qu'on veut. Hypothèse. Une psychologie prénatale. Donc, selon moi, il y a un contrat sacré des parents à la conception et à la naissance. C'est ça, l'intention guide l'énergie. Hein? Si on dit qu'on transmet, j'aime bien cette image-là parce qu'on transmet de l'information à l'enfant purement physiquement, on le fait par l'ADN, mais aussi énergétiquement, parce qu'en médecine chinoise, ils vont dire à chaque fois qu'un homme a un orgasme, il perd sa vitalité, il perd de l'énergie, de notre énergie ancestrale. Puis ça nous vient, exemple, l'énergie ancestrale, qu'est-ce qu'on dit en médecine chinoise? Exemple, toi, tu as 100 ans, on a tous 100 ans sur Terre, mais si, exemple, tu as une condition médicale, ton foie ne va pas bien ou autre chose, là, tu vas aller redistribuer cette énergie-là ancestrale par tes méridiens merveilleux, c'est-à-dire vaisseau conception, vaisseau gouverneur, pour réalimenter le méridien qui ne fonctionne pas bien. Là, tu vides encore ton énergie ancestrale. Si tu fais ça, puis en plus, tu as des orgasmes, tu vides, dans le fond, tu prends ta vie pour la transférer à un autre humain qui va poursuivre ta vie. En fait, c'est ça le principe de transgénérationnel aussi au niveau du corps vital. Parce qu'on ne crée pas des atomes, on ne crée pas d'énergie, mais on en distribue pour aller vers créer un autre être. Exactement. Donc, le corps vital va être affecté. Il y a une intention de la pensée. Je vais faire une parenthèse, puis la pensée, c'est de l'énergie, comme toute chose. Puis si l'intention derrière l'acte sexuel, qu'on va dire, pour donner la naissance à l'enfant, est quelque chose c'est planifié, c'est vu, c'est fait dans la conception de l'enfant. C'est pas comme un viol ou autre chose que l'enfant, on peut dire que derrière l'énergie, derrière ça, peut-être pas la plus saine que ça. Il y a peut-être des choses aussi qui vont se transparaître au niveau de l'enfant ensuite, dans la fondation même de son énergie. Ça, on pourrait en parler longtemps, je pense. Il y a des gens pour ça, mais c'est quand même intéressant. Si vous planifiez faire un enfant, faites ça dans l'amour et dans l'intention. Les mémoires fétales. Ouais. Au niveau des cellules souches, les bébés peuvent guérir les organes de la mère. Il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau des cellules souches. C'est sûr qu'on fait des cellules souches souvent avec le cordon ombilical des bébés au plan médical. Ouais. Et les gens se sont aperçus que si ta sphère du microbiome n'était pas optimale, ben, les cellules souches, ça ne va pas faire grand-chose. Donc, ils font des cellules souches intranasales directement par le nez qui va replenish le cerveau. Okay. Mais quand même, ce qu'on veut dire, c'est souvent que les femmes enceintes qui ont des choses quand même assez fortes, lupus, MS, etc., et va complètement s'estomper sans asymptomatique tout le long de la naissance. Il y a vraiment une protection du bébé qui est très dure à comprendre, mais qui est loin d'être anecdotique. Donc, je te fais une parenthèse parce que, bon, on travaille avec Steve Morato maintenant, qui a écrit le cours Missing Link. Il va parler des types de dominance des gènes. C'est peut-être pas ton sujet. Il parle des TH1 et TH2. On a aussi certaines personnes TH3. Les personnes TH1, c'est des gens que, quand ils sont enceintes, ils sont asymptomatiques. Ils vont super mieux, tandis que les TH2 enceintes ils vont empirer les symptômes. Des gens qui se sentiront pas bien. Puis il y a différentes maladies en fonction du TH1 et TH2. Exemple, TH2, ça va être eczéma, les maladies de peau, les choses pro-inflammatoires un petit peu comme ça, tandis que l'autre, c'est l'inverse. Donc, peut-être que le lupus, il est dans la catégorie TH1, tu me dis. Puis l'exemple que tu me dis là, ça rend pas que ce petit truc-là, c'est quand même intéressant.
Mais effectivement, l'enfant devient la priorité dans les deux individus. Ça, c'est franchement impressionnant. Bon, on va faire le contrat sacré ensemble. On ne va pas s'étirer sur le temps, on va le faire de façon courte. Donc, quel est le contrat sacré? C'est quelque chose de très intime. Là. La première fois que ma mère m'a tenu dans ses mains et la première fois que mon père m'a tenu dans ses mains. Et je dirais personnellement que la première fois que mon père m'a tenu dans ses mains, ça serait quelque chose comme on va s'amuser, t'es mon ami, tu vas voir, c'est cool. C'est cool vivre et on va s'éclater. C'est une fête. C'est vraiment une fête. Et ma mère, ça serait quelque chose de plus je vais t'aimer tellement que je vais oublier qui je suis. Genre, je vais ne vivre que pour toi. Et parce que moi, j'ai des parents pratiquement adolescents quand je suis né. Et de là, il y a deux choses qui se présentent. C'est qu'il se présente que je n'avais pas vraiment d'encadrement. Fait que moi, je suis plus des parents guides, un parent mentorat. Puis aujourd'hui, comme professionnel, je fais du mentorat. Tu comprends? Fait qu'il y a un mécanisme dans le contrat sacré que je me suis dit, ben, je vais prendre ma vie professionnelle puis je vais à l'antagoniser ou guérir mon contrat sacré parental et de le mettre dans ma vocation personnelle. Et c'est de là que cette énergie-là d'apprendre, elle semble sans fin. C'est comme une passion qui est éternelle. Et à un moment donné, il faut que tu essaies de décoder un peu tes mécanismes automatiques de curiosité. Mais c'est pourquoi je suis capable de mettre autant d'énergie? Pourquoi je suis capable de lire sur le bébé de 10h à midi le soir? Il y a une raison. Tu comprends? Fait que, à ton tour. Mon contrat sacré, my God. C'est une très bonne question. Non, mais ma mère avait d'autres enfants, puis avait relation avec avec les hommes un peu bizarres. Son propre père était mort jeune. Puis elle a eu quasiment juste des gars, à part sa première, c'était une fille. Bref, elle a dû me prendre. Moi, ça a l'air que sur les 4 enfants, j'étais le seul qui avait été choisi. Donc, volontairement désiré. C'est une bonne chose. Je sais qu'elle est beaucoup dans l'amour, ma mère. Probablement que c'est ce qu'elle s'est dit aussi, qu'elle allait tout faire me donner. Elle avait d'autres enfants, donc elle n'allait pas s'en donner juste pour moi, là, évidemment. Mais elle est extrêmement présente, puis elle voudrait s'assurer que ça allait bien. Ça a l'air qu'ils ont dit que je suis un président ou un truc comme ça, un ministre, ou une personnalité publique. Quelqu'un qui avait dit ça comme voyant. C'est quand même drôle. Mon père, lui, ben, c'était une autre espèce dans cette période-là, sans vouloir trop parler de sa vie personnelle, mais probablement qu'il s'est dit, bon, ça y est, c'est la fin. J'ai un enfant maintenant. Puis c'était une personne un peu très sociale, mais à très courte période de temps, parce que sinon, il s'enfuyait des gens. Il se cachait dans d'autres pièces pour pas avoir des contacts avec les autres personnes. Puis je pense qu'avoir un enfant, c'était beaucoup trop de responsabilités. Je l'ai rencontré à 18 ans, mon père, puis la première chose qu'il me dit, c'est « Ah, je t'ai déjà changé la couche. » J'ai ouvert la couche, je suis allé vomir, j'ai fait une traque de coke, puis je suis revenu, puis je sais. Tu sais, genre, conversation un peu comme ça, tu fais comme « Ah, il sert de l'humour pour parler de son malaise, mais finalement, tu sais, il est parti, j'avais 3 ans. » Ça, c'est quelque chose que je me rappelle encore. Là. Je me rappelle que je me suis fait donner une petite automobile, puis qu'il y avait un monsieur qui a un chapeau avec une pub, puis qu'il est parti. Puis je pensais que c'était le chum à ma grand-mère à l'époque. Finalement, c'était lui. Le monde ne comprenait pas comment ça je me rappelais de ça. Mais je me suis rappelé du départ de mon père. Mon cerveau, il a dû enregistrer le fait que c'était un adieu. Puis, je suis parti à sa recherche à 18 ans. Bref, ça a été, je n'avais pas eu vraiment de modèle d'homme. J'étais le plus grand des 2 frères. Mon autre frère et mon autre soeur, il y avait 11 ans de différence avec moi. J'étais vraiment plus vieux et qui n'était pas présent. Donc, une enfance assez spéciale. Toujours en recherche, à me développer moi-même. Reste sur le contrat sacré. C'est quoi le contrat? Le contrat, là, c'est comme un contrat. C'est une genre d'allégeance, une genre de... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Laisse ça travailler. Va chercher. Je vais réfléchir à ça. Je vais réfléchir à ça. Mais, ouais. Mais tu vois cet espace-là de non-réponse,
c'est important d'aller là. C'est là qu'il y a le contrat sacré. Parce que d'un sens, en arrière de ce fog, là, brouillage, il y a une vérité très. Oui, probablement. C'est ça. C'est le genre de truc que je vais m'asseoir puis je vais réfléchir puis ça va venir, mais. Ouais, mais je ne vais pas te donner une réponse spontanée puis un peu. Parce que quand tu vas tenir ton enfant dans les mains, ton contrat sacré, tu vas le sentir en toi. Tu vas avoir, oui, le parent, le père responsable, archétypal, son rôle relationnel, politique, protecteur, etc. Mais en même temps, tu vas avoir ça en toi. Parce que les enfants vont ça fait du sens. miroir à ton enfance. Intéressant. Donc, ça vaut définitivement la peine de m'asseoir et de réfléchir à ça. De réfléchir et de sentir. La testostérone a beaucoup d'influence sur la latéralisation du cerveau dans son... Dans le premier trimestre? Oui. Ouais. Il y a des belles études ça, sur Google, YouTube. Intéressant. Le système immunitaire, je ne savais pas pour ça. Les bébés peuvent percevoir la lumière, les sens, les sons. Il y a toute une intelligence perceptuelle. Les mains du bébé, deuxième trimestre, vont jouer avec la narration. La main gauche et droite va jouer avec quand maman va parler. La musique aussi va jouer au niveau du... Je ne sais pas si ça s'appelait, mais au sens du rythme, de la synchronisation. Au plan génétique, tu as le FOXP4 qui vient un peu du chant des oiseaux, où il y a une reconnaissance des algorithmes, de la voix de maman, du père et de l'accent aussi de la langue. Donc, c'est pour ça qu'un bébé français ne va pas pleurer pareil comme un bébé japonais. Il y a vraiment comme des... C'est comme si, au deuxième trimestre, dans l'acquisition algorithmique du langage, les bébés apprennent toutes les langues de l'univers et avec l'exposition d'algorithmes du langage, ben là, ils viennent à blabler jusqu'à comprendre le langage et après pointer. Souvent, avant le langage, il y a le rire. On rit avant le langage. On pointe avant de comprendre et après, le mot vient. Tu sais. Pour les gens qui ne savent pas trop, les trimestres, ça représente quoi? Exemple, premier trimestre, c'est quelle période? Deuxième trimestre, c'est quelle période? C'est vraiment mon éra de spécialité, mais pour moi, je mets ça très simple. Le trimestre 1, c'est tu laisses faire. Tu chill. Tu touches pas. Tu laisses la vie tu laisses le cellulaire se proliférer intelligemment et tu fais confiance. Le deuxième trimestre est plus intéressant. Là, il y a une forme de communication dynamique, interne-externe, où ce que dans les rythmes circadiens, exemple, à 7h30, le bébé est ici, les parents vont mettre les mains en bas, au sens opposé de ce que le bébé est, puis le bébé va aller rejoindre la main du père ou la main de la mère. Il y a une notion de rendez-vous comme ça. Il y a quelque chose de très symbolique. C'est comme si tu dirais au bébé au deuxième trimestre, ben vois, tu as la chance et la résilience de ton autonomie et on va t'attendre que tu viennes à nous. Tu es là, on vient là. Fait que tu crées des rendez-vous à chaque jour. Tu crées ce genre de langage-là somatique. Là, ils sont là. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a une interaction externe, une curiosité. Tu sais. C'est très émotionnel, c'est très touchant. Et je pense que tous les parents devraient faire ça au deuxième trimestre. Et le troisième trimestre, c'est où que la notion de communauté devient importante. Parce que d'un sens... 27e semaine, c'est ça. Pour les analytiques, excuse-moi. Là. 1 à 13 semaines, c'est le premier trimestre. 14 à la 26e semaine, ça, c'est comme ma conjointe en ce moment, on est là-dedans. Donc, c'est les mains, fait que ça me donne un point de repère. Sauter, rire. Ouais, c'est ça, OK, parfait. Fait que ça donne des chiffres aux gens. Là. Puis la troisième trimestre, c'est la 29e semaine, ils vont dire jusqu'à la fin de la grossesse. OK, super. Excellent, merci. Le troisième trimestre, moi, je suis plus dans la dimension pratique et non scientifique. Oui, je comprends. La dimension pratique du troisième trimestre, c'est pour avoir une naissance, ça prend une famille, ça prend une communauté. C'est pas juste maman, bébé, papa. C'est pas vrai. Ça prend des grands-parents, ça prend de l'aide, ça prend des professionnels, ça prend une doula, ça prend une prof, une coach en lactation. Ça prend une communauté. Plus qu'une communauté qui supporte la mère,
Oui, le bébé est important, mais la mère va s'occuper du bébé, t'en fais pas, elle va être plein d'amour, son instinct maternel va être incroyable. C'est plutôt supporter le système nerveux de la mère parce que c'est l'expérience la plus demandante qu'on peut vivre. Donc, si on pourrait dire, premier trimestre, on laisse aller, deuxième trimestre, on bouge, on parle, on chante, on met de la musique, on met des stimuli, on ne met pas à l'extrême, mais quand même une certaine stimulation, un certain sens de jeu avec le bébé, même si on ne le voit pas, on va se sentir, on va explorer un genre de langage psychosomatique, et je pense que c'est une très belle dimension. Donc, un certain temps méditatif. Et le troisième est, on va passer à l'action, on va planifier, si vous êtes ouvert, c'est sûr que moi, je suis en étant holistique, une naissance à la maison pour son microbiome, sa reconnaissance. Le premier contact serait la mère. Le bébé va monter au sein de lui-même par ses réflexes, qui est une partie de rituel. Un peu avant la naissance, on fait une naissance, on fait un rituel à la maison de naissance. Donc, on a des photos de comment tu appelles ça, radiographie? Comment c'est quoi donc? Oui, je connais. Ouais. Pour les scans de ventre. On fait ça avec des symboles, des statues, qu'est-ce qui représente notre enfant. Et on dit, je t'aime, on est content que tu viennes au monde avec nous et on fait un rituel un peu, je dirais, tribal, chamanique, mais ça reste très symbolique et très émotionnel. Ça crée des attachements. Et je pense que c'est ça. Faut pas genre, je vais attendre que le bébé atterrit dans mes bras pour créer un certain amour. Ouais, je comprends. Non, c'est magnifique ce que tu dis. C'est très tribal. Très tribal, très l'essence même, célébrer la naissance. Là. Puis je crois qu'il y a sûrement plusieurs peuples qui le font encore. Puis nous, c'est rendu complètement aseptisé, justement. Là. C'est un scan sur une machine qui prend l'information, puis va-t'en chez vous, puis après, ben, tout est cadré, tout est. C'est mathématique, là, l'enfance, là, c'est rendu là. Ouais. La différence entre un monde embryonnaire, femme et bébé, garçon-fille, la grosse différence, c'est que à cause de l'estrogène d'une fille, a une meilleure rétention de la vitamine D à cause de l'environnement embryonnaire. Donc, il serait normal de prendre la vitamine D quand un garçon est même, je dirais, optimal et intelligent. Pourquoi là, ils ont plus de besoin de vitamine D? Parce que l'estrogène fait qu'une rétention de la vitamine D, tandis qu'un homme, ben, il n'y a pas l'estrogène, mais il n'y en a pas en grand nombre. Donc, il est mieux de créer une certaine administration exogène de la vitamine D. OK. C'est sûr que le ratio gars-filles au niveau des naissances est pas mal égal, à moins qu'il y ait une guerre, à moins qu'il y ait des chocs politiques. Et là, les garçons vont avoir une certaine élévation. C'est sûr que les pays où il y a des circoncisions ont plus de guerres, en général, ça a été énormément étudié. C'est sûr que les enfants, la naissance reste une beauté, mais a quand même un certain trauma. On passe d'un monde interne à externe. Donc, ce n'est pas nécessairement une blessure. Il ne faut pas rendre sombre la naissance, mais en même temps, il y a un certain bagage expérientiel qui a, comment je pourrais dire ça? Dans la douleur, plus la douleur monte, plus l'ocytocine monte, et on est mieux de, ce n'est qu'une opinion, vivre la douleur que prendre un épidural. Parce que la douleur fait l'attachement dans. C'est un peu masochiste à dire. Oui, non, mais c'est ça, oui, c'est intéressant. Plus tu tombes en amour. Donc, tu es mieux de ne pas périmer ou inhiber les sens de la douleur. Oui, c'est une douleur extrême, mais en même temps, dans cette douleur-là, il y a un attachement qui se crée. C'est un processus. Oui, vraiment intéressant, ça. En même temps, qui est très humain dans sa force et dans son pouvoir. C'est vraiment intéressant. Est-ce que tu fais, exemple, ma conjointe veut un rendez-vous avec toi pour se faire conseiller un petit peu comme dans tout cet aspect-là prénatal? Parce que en ce moment, je regarde ça, puis ma conjointe est très analytique, c'est une ingénieure.
elle n'est pas du genre à faire des danses, puis faire des totems, puis chanter non plus. Elle est assise sur une chaise en ce moment, puis elle va travailler comme ça. Là, on est en présence quand même des grands-parents. Bon, il y a le confinement en ce moment, donc moins de contact humain. Ouais, puis ouais, mais là, il y a le confinement. On est un peu coincés, puis on déménage d'environ pas très longtemps. On retourne très loin de la famille pour le travail dans le coin d'Ottawa. On va être complètement seul. Donc, c'est dommage parce que j'écoutais tes phases tantôt, phase 2, phase 3, puis j'ai réalisé que, ouf, là, ça, c'est un morceau qu'on n'est pas en train de bien faire, que ça, c'est pas optimal. Puis je pense que ça vaudrait la peine peut-être que, quand même, parce que je suis certain qu'Alexandra, si elle fait une consultation avec toi, il y a des outils qu'elle va être capable de garder et d'appliquer, par exemple. Ça y prend une stratégie. Ben, c'est parfaitement correct d'être un peu plus, je dirais, un peu rationnel. C'est pas quelque chose de nécessairement négatif, c'est juste différent. Mais l'idée, c'est que même si tu restes rationnel, le rationnel va rester impressionné par ses émotions parce que l'instinct maternel va faire place d'une façon pas sournoise, mais tellement littérale que la personne change. C'est un moment de transformation. Oui, je le vois que. Tu es une personne X, et là, tu deviens une mère, et quand tu es une mère et un père, c'est un contrat pour toujours. Hein? Oui. Le premier moment que tu es mère, pour les prochains 18 mois en général, tu es une mère. Tu es peut-être un peu moins toi-même. Fait qu'il faut abandonner un peu pas excessivement, mais faut laisser le temps de la femme de retrouver ce qu'elle est. Et la femme passe d'une femme à une mère qui redevient une mère et une femme. Et là, à partir de là, elle peut négocier avec ses carrières, ses ambitions, etc. Mais il y a vraiment un temps où ce que le corps se calme, où ce que la testostérone de l'homme aussi se calme de 30 quand même. Donc, tout devient un peu coton, maison, etc. C'est sûr qu'avoir des grands-parents proches, surtout si tes grands-parents qui sont très maternels, d'une façon naturelle, c'est une bonne équipe. Mais écoute, s'ils ne sont pas là, ils ne sont pas là. Mais ça prend du monde. Ça prend une dimension sociale, même si elle reste virtuelle par distance, etc. C'est mieux quelque chose que rien. Il ne faut pas fataliser non plus. Tu sais, écoute, on est un peu dans un état contemporain où ce que créer des liens de famille de 15-20 personnes qui vont prendre soin de ton bébé est pratiquement impossible. Pas de nos jours, hein? On ne vit pas dans un village, c'est vraiment différent. Ah ouais, c'est ça. Tu sais, des exemples, tu en vas au. Bon, j'ai un exemple au Sénégal, j'ai joué avec des Sénégalais. Il disait que l'enfant, il n'est jamais laissé lui-même, à lui-même, tout seul, parce que ça finit que c'est les autres personnes aussi du village qui vont éduquer ton enfant. Parce que ton enfant, il est un petit peu dans les mains de tout le monde, puis c'est le principe normal. Les Amérindiens, c'était comme ça. L'extérieur, le c'est ça. Mais maintenant, c'est plus ça. Là. Tu laisses ton enfant tout seul dehors, c'est la panique. Là. On ne ferait pas ça. Qu'est-ce que tu me parles, le temps que la femme doit retrouver ce qu'elle est durant cette période-là de 18 mois, est-ce qu'on peut considérer que le postpartum, c'est un peu les femmes qui avaient un trouble identitaire à la base? Ou... C'est sûr qu'il peut y avoir une certaine connexion au niveau de la thyroïde, mais on n'ira pas en médecine fonctionnelle. Oui, je comprends. En général, c'est un homme qui ne supporte pas assez sa femme est plus propice à. Donc, il faut que le bébé supporte. La mère doit pas supporter le bébé et le père doit supporter la femme. Et si le père est dans des projections de faire de l'argent et de juste travailler pour essayer de l'amener à la maison, qui est un grand conflit contemporain, parce que moi, je suis coupable de ça, bien, plus qu'on est dans « je vais faire de l'argent pour travailler pour le futur de ma fille parce que moi, quand elle va avoir 18 ans, moi, je vais avoir 60. Donc, je suis mieux de travailler là parce qu'à 60 ans, je vais dire capable de faire ce que je fais là. Je ne sais même pas. Donc, c'est quelque chose. Donc, c'est à l'homme de dire bon, mais je vais prendre un moment corporatif, un moment financier et je vais donner au moins un temps à ma femme qui fait qu'elle est capable de... Parce que tu ne peux pas demander à une femme de prendre soin d'un bébé, faire le ménage, la vaisselle, tout arranger, payer les comptes, aller à la banque, faire la commande. C'est trop. Fait que là, elle crash, tu comprends?
c'est une femme, c'est pas une super-héros. C'est sûr que ça. la vie fatigué aussi après. demande aux femmes quasiment d'être une super-héros, Ouais. mais ça a peut-être des coûts cognitifs et relationnels. Tu sais. Oui, définitivement. Super intéressant. C'est cool le lien que tu as fait aussi au niveau de la thyroïde, parce qu'en médecine chinoise, la thyroïde doit être reliée à l'abandonnement personnel. Le fait de se sentir abandonné, pas se sentir supporté. Ouais. C'est quand même un beau lien là, c'est intéressant. L'argent, me semble. Au niveau du cordon ombilical, le cordon ombilical d'aujourd'hui, pour rendre négatif, mais a à peu près 5000 neurotoxines comparées à environ une centaine d'années. C'est ça, c'est fou. Donc, c'est important de penser à ta qualité d'eau, ta qualité de nourriture, la qualité de diversité de la viande, diversité des couleurs arc-en-ciel adéanominiques, d'aller manger du collagène, du bone broth. Je dirais un supplément essentiel serait peut-être la méthylfolate qui aide au niveau de la... Peut-être des fois des carences en zinc, il faut faire attention. Et continuer de faire l'exercice parce que faire l'exercice va stimuler au niveau des 1GF1, GH, etc. Donc, du bien-être. Surtout pour faire l'exercice pour que le troisième trimestre passe bien. Tu sais, si tu t'entraînes fort le premier trimestre, sans faire un marathon olympique, le deuxième, l'activité, le troisième, tu peux prendre un temps de repos, mais au moins, tu as fait tout l'exercice que tu avais besoin. Donc, il faut être un peu dans l'anticipation de. Non, c'est bon. Très pertinent. Intéressant. Là, tantôt, tu n'as pas répondu à ma question. Tu as un peu dérivé sur le côté analytique, mais je mets ça en avant-plan, c'est important parce que les gens qui ont écouté en ce moment l'interview, ils voient un conseiller, puis il y a très peu de personnes qui ont ton niveau de connaissance dans tous ces sujets-là. Puis c'est ce que tu me dis, c'est pas tout le monde qui va comprendre. Nous, on étudie beaucoup ensemble. On étudie en médecine chinoise, en médecine fonctionnelle, en neurologie fonctionnelle. Donc, il y a des aspects qu'on peut comprendre, faire des liens que les gens ne comprendront pas, dont la thyroïde, justement. Puis je pense que c'est important que ces personnes-là aient accès à une personne de ressources. C'est ça, je voulais savoir si toi, tu offrais des consultations en ligne ou peu importe aux personnes qui pourraient avoir besoin de... Je travaille surtout avec les athlètes. Donc, les athlètes ont des bébés et les athlètes, souvent, c'est des couples athlètes qui sont ensemble. Donc, moi, je fais un mentorat pour les couples fitness, soit qui ont une planification au niveau des problèmes de la fertilité holistique ou d'un accompagnement à la naissance pour le développement du bébé. Je ne suis pas une doula, je ne suis pas un prof de lactation, c'est plutôt un triangle. Donc, ça prend une doula avec une naissance à la maison. Selon moi, c'est un choix personnel. Ouais. J'ai pris mon hôpital, mais l'hôpital est dans un système très protectionniste. Eux autres se protègent légalement contre toi à chaque fois. Donc, moi, je trouve que c'est une dimension un peu étrange qui ne m'intéresse pas. Mais je n'ai rien contre parce que s'il y a des complications XYZ, ben, tu ne bats pas contre la nature, tu t'en vas direct à l'hôpital. Et une prof en lactation parce que l'allaitement n'est pas nécessairement aussi facile que le monde pense. Oui, il y a quelque chose d'inhérent, mais il faut regarder le frénum, la structure de la mâchoire, il faut aider le bébé d'aller à gauche, à droite de lui-même. Il y a des avantages au niveau immunitaire, au niveau ORL, donc bouche, mastication, avaler, entendre, etc. Toutes les mécanismes. Regarde, tu vois, c'est ça qu'on a besoin, c'est quelqu'un d'expérience pour toi. Et là, ce que tu me dis, c'est que tu te limites à une niche seulement de gens. Mais je crois allaitement parce qu'il y a tellement de bienfaits de santé. Écoute, nous, notre bébé a pratiquement 2 ans et demi et à l'allait à peu près 50% allaitement, 50% nourriture. Mais c'est sûr que moi, j'ai décidé d'être le provider familial. Je me suis dit, on va faire une école à la maison le plus longtemps possible. Alors, j'ai 5 ans. Et après, on prend l'école Waldorf. Et ma femme a mis sa carrière, était une infirmière pédiatrique, de côté par son choix personnel. Ça fait de nous peut-être un peu des traditionnalistes, mais en même temps, si notre priorité, c'est l'enfant, et je suis chanceux, j'ai une mère qui adore être mère, donc être mère, c'est plus important qu'une carrière. Mais c'est correct si tu veux créer un écosystème des 2 dimensions aussi. Là, écoute, c'est comme dire,
l'allaitement est un choix. Oui, c'est mieux, mais si tu dis, ben écoute, je vais le faire une fois par jour avant de dormir pour stimuler l'ADN, les cellules chaudes, le système immunitaire et bien dormir, ben tant mieux. C'est mieux, Ah, c'est ça. que rien pantoute. Puis c'est sûr que si la femme a dit, je me sens comme un objet, je me sens comme une vache, le bébé est tout le temps sous moi, nanana, ça crée du cortisol. Puis le bébé va sentir le cortisol dans le lait, puis il va peut-être plus s'intéresser par la bouffe. Ouais, c'est un bon point, ça. Faut donner un mentorat qui est quand même assez doux et délicat. Et, c'est son choix à elle. Puis écoute, si elle veut, tant mieux. Si elle veut pas, ben tant mieux. Mais écoute, nous, on allait encore et nous, on a dormi ensemble et encore jusqu'à peut-être à l'âge de 5 ans, mettons. Ça, c'est mon cut-off à moi. Dormir avec un enfant après 5 ans, là, non, je veux ma femme. That's it. T'sais, moi, j'arrête là. Ça, c'est mon threshold à moi personnel. Les enfants qui disent, moi, je ne veux pas dormir avec mon bébé. C'est correct, mais en même temps, écoute. Là, j'ai peur de l'écraser, c'est la seule chose. On mange quand même assez organique. Donc, ça a donné un enfant qui est très calme, qui a très peu de crise, qui a un beau sens d'autorégulation, qui ne pète pas vraiment de coche longtemps. Il y en aura toujours parce que ça fait partie de l'adaptation du système nerveux. Mais écoute, depuis qu'il est né, moi, j'ai dormi bien à tous les jours. Fait qu'écoute, si tu enlèves des paramètres, si, admettons, ton enfant est né par césarienne, oui, il y a des changements de microbes, du microbiome, oui, oui, mais en même temps, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un bain thalasso qui recrée les sens réflexes de la naissance et tu prends 1 à 2 minutes par jour à peser sur la peau, à ne pas écraser violemment, mais à écraser quand même la tension, de faire tout le corps pour que le corps reconnaisse c'est quoi la pression. Fait qu'un exercice, je dirais peut-être sur 7 mois, 6 mois, tu pars du nombril à tous les membres périphériques, les doigts, pour un sens de la peau, du fascia, du sensoriel au bébé, à de dire, ben écoute, ça, c'est pas les limites radicales, mais c'est des limites de ton corps physique. Tu sais, les pensées vont plus loin, mais quand même, il y a des façons de temper des choses comme ça. Et c'est sûr que tu veux créer de lait maternel, organique, etc. Parce que le formula est un peu, c'est pas idéal. Pas top. C'est là que tu me rappelles le truc par le nombril vers les extrémités. On travaillait ça dans le cours de rééducation sensorielle-motrice. On monte une technique par rapport à ça aussi qu'on a intégré de Brain Gym, justement, qu'on travaille avec ça. C'est vraiment intéressant. C'est fou. Même tu le vois, si tu fais interagir, c'est sûr, l'enfant, s'il n'est pas dans une période qui peut bouger par lui-même, mais si tu fais interagir la personne en même temps, tu peux directement avoir des fois les patrons moteurs, c'est lesquels qui ne sont pas en place. C'est vraiment puissant. On le fait sur des adultes, des fois, c'est le bordel. Là. On ne se touche pas assez, ça c'est vrai. Puis sinon, on va toucher les mêmes endroits, on va se toucher le cou, on va se toucher les mains, on va se toucher. Mais quand est-ce qu'on se fait toucher partout? Ça, je l'ai vu, c'est quand j'étais en massothérapie, on se faisait masser tous les jours parce qu'on faisait des échanges pour travailler, pour pratiquer, puis on se réalise qu'il y a des endroits du corps quand, wow, on est chatouilleux, ou on n'aime pas, on se sent pas à l'aise, il y a des choses qui nous éveillent certaines sensations. Faire toucher les fesses par quelqu'un d'autre, là, un gars, ou qu'est-ce qui... Là, on voit qu'on a plein de systèmes de croyances aussi, puis l'enfant, il n'y a pas ça non plus en lui. Là. Lui, c'est son corps, puis il n'y a pas de problème avec ça, il vit bien avec ça. Puis tu vois, les contextes sociaux arrivent ensuite avec la perception du corps, puis tout ça, c'est intéressant. Fait que c'était un super bon exercice, je pense, que tu as suggéré là à faire avec l'enfant. Le toucher, c'est ton enfant. Puis même chose, lui aussi se faire toucher dans un toucher qui est non sexuel, qui est purement exploratif. Là. L'idée est simple, je vais vous rendre ça le plus simple possible, le fait que les parents en feront bien que ce qu'ils voudront. Tu es supposé de tenir ton enfant dans les mains pour 18 mois sans arrêt. Ouais. C'est comme ça que l'être humain a toujours été, c'est comme ça que les tribus sont comme ça. Il y a toujours une notion de proximité et c'est pas vrai que ça fait des bébés dépendants, affectifs. Il y a dans cette proximité-là une maturation du nerf vague, un sens de sécurité, un sens de regard de la mère avec son gaze et son calme. C'est sûr que si la mère elle se dit, ben écoute, après 3-4 heures, j'ai besoin d'un temps pour moi, je suis un peu plus
introvertis, ben, tu sais, le père prend le rôle, les grands-parents, un aide externe, etc. C'est pas obligé d'être la mère pendant 1 an et demi. Au contraire, ça prend diverses personnes parce que comme ça, le bébé Ouais. peut se dire « Ah, je me sens bien avec lui », puis on Ouais. respecte. Développer une sécurité un peu avec le monde. Le bébé, on l'amène vers quelqu'un, puis le bébé il se dit « Ah, il se met à pleurer », puis nanana. Fait qu'il faut respecter un peu ses perceptions personnelles. C'est pas comme genre « Ah, t'aimes pas cette personne-là? Ben, c'est pas grave, on va la mettre dans tes bras pareil. » Il y a un genre de respect, tu sais. Un respect sur les émotions positives et négatives et de reconnaître les deux et de mettre des mots, des noms aux émotions. Tu sais, de dire Ah, je comprends que tu es en colère. You acknowledge the emotion. C'est ta honor. Un bébé va passer une grosse journée à apprendre, à interpréter, nanana. Évidemment, à la fin de la journée, ben, lui, il va pleurer tout son surplus du système nerveux. Et là, qu'est-ce que tu fais? C'est pas quand ton enfant est à son pire, il faut que tu sois à ton meilleur. Pas nécessairement facile, mais c'est ça la règle. La règle, c'est ton enfant sois sportif, hein? Support, vas-y. Crie, lâche-toi, tu regardes proche, il bouge, tu danses et tu acknowledge son. Et là, il va s'endormir. Vraiment. C'est un beau, très, très beau conseil, Benoît. C'est pas toujours facile d'être à son meilleur quand on est exaspéré, on entend crier. Puis, mais la chose, une des choses. Écoute, si un couple passe au travail. C'est pas être naturel, c'est l'empathie, ça. C'est pas être naturel. Tu vois quelqu'un qui est triste, tu tapes pas dedans. Il faut justement balancer ça. Là. Je pense en étant thérapeute, c'est un peu plus facile pour nous, peut-être. Mais parce que en consultation, ça va être toujours des gens comme ça qui viennent nous voir pour un état de crise ou un mal-être. Puis nous, ben, il faut faire l'inverse, il faut être en mode solution. Je pense qu'on a peut-être cet avantage-là. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose là-dessus. Sinon, tu m'entends toujours bien? Oui, j'entends très bien. OK, parfait. Excuse-moi, j'avais comme un silence. J'ai eu peur. Non, mon morceau, il n'est pas à ce point-là. Je pensais à ça, ce que tu as dit. C'est super intéressant. Il y a un documentaire que j'ai regardé que c'est Baby. C'est des trucs qu'il avait fait. Exemple, un bébé en Mongolie, un bébé au Japon. C'est super intéressant. Puis, je ne cesse de penser à l'enfant en Afrique qui mettait constamment au sol. Puis que lui, ben, il travaille sur le sanitaire aussi. Il bouge. Tu sais, je pense souvent que les athlètes, les meilleurs athlètes, les plus mobiles viennent d'Afrique habituellement. Qui ont leur squat est parfait toute leur vie, puis etc. Puis la mère le prenait, elle l'allaitait. J'ai un de mes étudiants, Thomas Barré aussi, qui dit que lui, il est allé dans plein d'endroits spéciaux dans le monde, là, Kazakhstan, etc. Il disait qu'il est allé en Afrique à un moment donné, je ne me rappelle plus dans quel pays. Fait que, il voyait la mère, les seins nus, en train de piocher, puis qu'il voit le bébé de 5 ans arriver, puis il donne son sein, puis quasiment elle relance le sein sur l'épaule, il continue de travailler. Il dit que c'est quelque chose de super normal là-bas. Puis lui, ça l'a choqué un peu parce qu'il était là, waouh, OK, c'est spécial à cet âge-là. Mais c'est normal. Mais ce que je me dis, dans le fait de garder l'enfant sur soi toujours pendant 18 mois, c'est pas les phases qui sont importantes pour son développement moteur, qui devrait passer quand même beaucoup de temps au sol, ou c'est quoi la limite, selon toi, le compromis à faire entre garder l'enfant et le faire bouger aussi au sol? Bien, écoute, en général, tu mets un enfant sur le sol quelque part entre 15 minutes et 1 heure. Et quand ses réflexes palmaires, les réflexes, etc., vont vraiment comme failure, ben là, il va se mettre à pleurer, il va appeler de l'attention, il va avoir une genre je dirais, un certain appel très marquant, là, très OK, c'est évident. Donc, si le bébé fait 1 minute sur le ventre, puis le lendemain 2, puis le lendemain 3, mais tu sais, il y a chacun sa progression, et aucune progression est mieux qu'un autre. Et de là, il y a toutes l'élongation de la tête, la fortification du. Donc, je te dirais, quelque part entre 15 minutes et 1 heure, serait les temps optimales. Et si le bébé est bien, ben, tant qu'il est bien, hein, c'est plutôt. Oui, c'est proche pour son sentiment de sécurité intérieure, puis son air vague, puis sa respiration qui devient plus calme par la proximité de la peau, puis tous les bénéfiques neurotransmetteurs. C'est sûr que quand ton bébé dort à tes côtés, puis il a soif dans la nuit, puis il vient boire direct dans ton sein, puis les deux dorment en même temps, sans être vraiment conscient dans un... La vie est très facile à ce moment-là. Oui. Ben, il faut que l'enfant soit dans le lit.
C'est un bon point. Il faut que l'enfant soit dans le lit, c'est un bon point. Les femmes qui ne dorment pas avec leur enfant dans le lit, ça va être plus compliqué parce que la personne va devoir se réveiller, hein, réveiller son corps, avoir une poussée de cortisol. On se dit, mon Dieu, ça rend donc bien notre vie compliquée. Là, mais chaque parent est différent, chacun a ses limites de son côté. Il faut respecter et faire avec. Moi, je vous dis juste, c'est quoi le mieux pour le développement et le plus simple de faire comme les tribus dans un concept moderne. C'est la meilleure chose que je peux dire. Hein? C'est de faire ce qui est naturel depuis la nuit des temps, le plus facile, plus efficace à gérer, parce qu'on s'entend que les tribus, il y avait une vie très dure, il y avait une vie très compliquée. Souvent, les peuples, il fallait qu'ils migrent, qu'ils bougent constamment. Donc, ils ont trouvé des méthodes pour se simplifier la vie au maximum. C'est le plus pratique. Hein? Dans un contexte, c'est le plus sécure pour l'enfant aussi. Ils ne mettront pas leur enfant en danger. Là. C'est sécure de l'avoir près de soi tout le temps. Si tu vis dans une tente et qu'il y a des animaux sauvages dehors, tu n'as pas nécessairement le goût de ton enfant qui dort au sol puis qui commence à ramper puis qui sort dehors non plus. Il y a plein de choses possibles. Donc, c'est de la gestation à l'extérogestation. Donc, il y a vraiment un continuum logique. Et les bébés sont forts. Hein? Les bébés vont s'habituer au stress. Il ne faut pas créer un nid douillet qui a zéro stress. C'est utopique et quasiment imbécile. Il y a vraiment une distance. Et ça en prend aussi, hein, ça fait partie de la vie. Il ne faut pas avoir peur de, oui, la routine est bien pour le système limbique, oui, la routine est une belle façon d'éducation, mais aussi l'imprévisible fait partie de la vie. Et tant que le bébé, l'enfant suit les parents, ben, tant mieux. Nous, là, on va dans un restaurant, on a voyagé, on est allé avec ma fille au Japon, en Italie, en Grèce, Panama, ailleurs. Ah, tu as un petit bébé qui voyage toi aussi, hein? Elle nous suit partout, dans les restaurants, de la musique, le monde. Fait comme ça, moi, comme ça fait plus des enfants résilients, selon moi. Il ne faut pas trop créer un ombrella protectif là, non plus. C'est ça, c'est vrai. Ma fille aussi, c'est la même chose. Elle nous a suivis dans plein de pays. Elle avait 5 semaines. On a fait Espagne, Suisse, France, Italie. On est allé à plein de plans. Puis elle a fait ses premiers pas à Rome. Je me rappelle à l'hôtel. À minuit, elle ne voulait pas dormir. On l'a fait marcher dans l'hôtel. C'est quand même drôle. Mais c'est ça, l'imprévu nous rend plus forts parce que le système nerveux, comment il fonctionne, c'est par stimulus qui se renforce. Quand il ne se passe rien ou que c'est monotone, ben là, il y a le syndrome général d'adaptation qui se met en place, puis il n'y a plus de progression. Puis c'est le même principe au gym. On veut entraîner le système nerveux. Écoute, même si toi, tu as l'impression qu'il ne se passe rien, quand tu es un bébé, tu es tellement dans un processus d'apprentissage sensoriel que le sein est très, je ne dirais pas compliqué, mais très enrichissant. Information sans fin. Et l'important qu'un bébé, ils n'ont pas besoin d'un spectacle, ils n'ont pas besoin d'être entertainés, ils n'ont pas besoin de juste les mots, les interactions. Si, mettons, tu te dis, écoute, je suis un peu fatigué, je ne sais même pas quoi faire avec mon enfant, tu n'as rien à faire, tu as juste à dire, ah, ben, je vois une table, il y a des feuilles mobiles dessus, je vois l'ordinateur, ah, j'ai reçu un courrier, ah, je vais prendre une bouteille d'eau, ah, je vais boire de l'eau, ah, j'ai bu 200 ml d'eau. Donc, tu vas dans un rythme où tu expliques qu'est-ce qui se passe autour, mais en même temps, où est-ce que tu t'en vas? Tu comprends? Tu n'as même pas un bébé, tu t'en vas chez ton oncle, puis tu ne dis jamais. Tu dis, écoute, bébé, on va prendre l'auto, ça va être 45 minutes d'auto, on va passer par l'autoroute 10, on va arriver dans cette ville-là, ton oncle vit là, ton oncle a une maison comme ça, c'est une 3 étages, nanana, il y a 2 chiens, ces chiens s'appellent comme ça, et on s'en va chez eux le voir, on va te le présenter, puis lui, il est content de te rencontrer. Comme ça, on ne crée pas un genre d'incertitude, c'est comme, je m'en vais où, moi, je suis où, je suis qui, je suis Oui, c'est ça, je comprends, c'est sécurisant. On ne va pas démystifier l'intelligence de l'enfant, tu lui dis qu'est-ce qui s'en vient. Il ne faut pas juste vivre dans le futur, mais quand même juste pour calmer, réaliser, puis aussi créer de l'interaction. Puis des fois aussi, les enfants sont très jeunes, puis tu lui dis, il est où le mur? Toi, tu penses qu'il ne te comprend pas encore? Il te pointe le mur. Là, comme, oh mon Dieu! Ils comprennent 100 fois plus que toi, tu comprends. Ils sont dans le présent. Ils comprennent même tes forces, tes faiblesses, où ce que tu perds la patience. Parce qu'oublie ça, les autres, ils n'écoutent pas tes mots. Ils s'entraînent. Ton langage corporel est la plus importante à vie, si vous voulez juste ramener quelque chose d'important de cette lecture aujourd'hui,
ils comprennent le langage corporel, non-langage corporel, entre les parents et leur interaction. Parce que dans son cœur, les parents sont son univers. C'est l'extension de soi-même. Et comment cet univers-là réagit en soi. Donc, il faut vraiment travailler sur son couple en même temps d'être parent et que la mère devient une femme, devient une mère. Il y a beaucoup de layers qui se complètent. Et en même temps, si le couple traverse la première année de cette complexité-là, bien, le couple va durer pour très longtemps. Parce que c'est le moment le plus dur de toute une vie que tous ces overlaps-là, le mirror de ton enfance qui t'arrive, les pressions politiques, sociales, économiques, le rôle du père, le rôle de la mère, le rôle du couple et l'interprétation, modélisation de l'amour chez ton enfant qui témoigne et qui voit à travers votre langage non verbal comment vous entendez. Magnifique. Merci beaucoup. C'est très beau, ça. Donc, il faut travailler notre langage, évidemment. Il faut être le plus vrai possible, évidemment. Ne pas les prendre pour les petits cons non plus, les enfants. Il faut être capable de leur parler puis de leur parler comme des adultes. Hein. On n'est pas obligé de faire bien un gag beaucoup. Il faut leur parler comme des adultes. Quand mettons, tu es triste, là, ben, tu dis, écoute, je suis triste. Tu n'es pas obligé de dire, c'est parce que mon boss il a fait ça. Non, c'est ça, c'est ça. Non. Tu dis, écoute, je suis triste. C'est pas genre, je suis triste, puis tu dis, ben non, je suis correct. Il faut aider au sensoriel à connecter à l'honnêteté, parce que sinon, ça envoie des messages un peu conflictuels. Oui, c'est ça. Souvent, on va cacher non, je veux pas que ça paraisse que j'ai mal, je veux pas que mon enfant me voit comme ça, mais c'est une grosse erreur, parce qu'après, l'enfant n'apprend pas à se faire confiance quand il regarde les gens et qu'il fait la lecture du non-verbal, justement. Tu as dit un autre bon point aussi tantôt, c'est faut pas, ils n'ont pas besoin d'entertainment, ils n'ont pas besoin de gros spectacles. C'est la mère de ma fille qui m'a envoyé ça l'autre fois. Elle dit il faut laisser les enfants s'ennuyer. Quand ils s'ennuient, ils tombent dans un processus créatif éventuellement. Ils disent OK, ça suffit. Eux-mêmes vont chercher des façons de s'amuser. Là, parce que ma fille vient de passer 5 mois au Mexique. Elle avait comme pas vraiment l'Internet. Donc, il y a du sable, il y a des trucs qui ont commencé qui commencent à se mettre là-dedans. Je fais une petite pause pour les gens. Si vous n'êtes pas inscrits sur nos pages, nos médias sociaux, faites abonner vous devez être sur YouTube, abonnez-vous sur la page, partagez vos amis, super intéressant. Tout le monde a des enfants, tout le monde en a. Ça reste super important pour éduquer les générations. C'est super pertinent comme ce like-là. C'est encore cette vidéo-là. C'est encore mieux que je pensais. Hein? Moi, je vais te dire quelque chose de très personnel. Attends, je finis ma petite phrase. Abonnez-vous. Même chose, la page à Benoît Lapierre, je crois que tu as une petite page sur YouTube ou sur Facebook aussi. Les gens peuvent te connecter où? Instagram, ouais. Facebook, Instagram, parfait. Puis on donne sur notre site en ce moment, insinuroperformance.com, un livre pour tester le système nerveux. C'est gratuit, profitez-en, downloadez ça. Vous allez être abonné en même temps à l'infolette. Vous allez recevoir toutes les vidéos comme des capsules avec Benoît, des articles, des choses comme ça. Restez à l'affût. Bref, on revient avec ta petite parenthèse pour le dire. Merci beaucoup. La grosse parenthèse qui est très importante selon moi, c'est plus qu'on va voir le sérieux de la dimension prénatale et postnatale dans son développement, plus qu'on va changer les générations du futur. Et c'est bien le fun d'avoir des CEO de Apple puis de corporations qui font des millions puis des billions, mais ce monde-là, ils ne sont rien s'ils n'ont pas une mère qui bâtit le cerveau. Donc, oui, on n'entend pas souvent la glorification de la mère dans son travail à la maison. Des fois, même, c'est même dénigré par les femmes carriéristes ou le monde. Oui, c'est ça. Mais moi, je te dirais, oublie ce que le monde dit, c'est le travail le plus important et la passion et l'amour la plus importante. Oui, c'est dur. Oui, c'est demandant. Oui, ça va briser toutes les barrières de ta patience, puis de ta folie, puis de ton intelligence. Mais en même temps, ça donne un cerveau qui va changer le futur. Oui, c'est vrai. Absolument. Donc, une autre parenthèse. Psychologique. Un ostéo, fait que c'est un peu ta dimension de travailler le pelvis, de travailler la hanche, de ne pas avoir peur de travailler la hanche parce que il y a tout dans cette dimension-là de la hanche, la sensualité, l'expression du féminin, l'accès au plaisir, l'accès de donner et recevoir. Donc, c'est très important au sens ostéosomatique
neurologique, symbolique, kinésiologique, tu t'ajouteras de quoi? De travailler la hanche, le pelvis, ces mécanismes, très, très, très important. Ça reste un luxe, oui, c'est pas nécessairement donné d'engager des ostéos, mais des ostéos comme qui travaillent dans l'eau, ça c'est très magique, qui vont recréer des mouvements d'abandon, de letting go, de salvation, etc. Donc, je pense que c'est un luxe important à faire. Et donc, je rappelle, pour ceux qui ont peur un peu au niveau des traitements, le danger avec les femmes enceintes, c'est vraiment le premier, troisième mois, puis de 6 à 9 mois. Donc, la période entre 3 et 6 mois, l'enfant il est bien pris, bien coincé dans son petit truc. Il n'y a pas de danger de déclencher une fausse couche ou d'autres choses. Évidemment, on évite les grosses mobilisations. Là. Mais c'est un bon temps pour faire du travail. C'est le meilleur temps parce que là, les tensions commencent à s'accumuler. Dans le corps, il n'y a pas encore assez de relaxine. Le corps est un petit peu... il y a comme une montée d'énergie, souvent en fin de grossesse qu'on va voir chez les personnes, mais la partie du centre, c'est un peu là que l'épuisement du corps il se fait sentir le plus. C'est ce qu'on peut constater. Donc, c'est un bon temps pour ça. Yeah! T'es rendu yes. dans tes points. Les chiens, les animaux, les plantes, les couleurs, le système limbique, l'environnement, tout est important, tout a son pouvoir et son interaction. Il ne faut pas avoir peur des chats, des chiens, des souris, plus qu'il y en a, mieux que c'est même, parce que ça crée des interactions, de l'improvisation. Les chiens vont avoir peur, vont sauter, ça crée une interaction. Tu sais, souvent, on a des enfants qui sont seuls. Nous autres, on a un enfant qui est tout seul. On essaie peut-être d'avoir un deuxième si, admettons, le COVID disparaît d'ici très bientôt. On s'engagerait pour un deuxième enfant. On est prêt. Mais c'est ça. Ayez pas peur d'avoir des plantes, des animaux, des choses vivantes, des couleurs et de stimuler l'enfant. Très important dans son niveau interactif. Quand on dit interaction, on dit algorithme du quotient intellectuel. Je ne parle pas d'un quotient intellectuel rationnel qu'on voit en science. Oh. L'intelligence émotionnelle, l'empathie émotionnelle, la compréhension de l'autre. Plusieurs formes d'intelligence. Quand on dit non à un bébé, c'est ça. Non, fais pas ça. Non, un enfant. Non, 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 plein de non. Bon, on n'enlève pas le non parce que c'est quasiment impossible parce qu'on ne veut pas que tu mettes le doigt dans le plug électrique. Mais quand même, quand on dit un non, on dit pourquoi on dit un non. Tu dis, je veux pas que tu mettes ta main là parce que c'est un clou, puis un clou, ça va percer ta peau, puis là, ça va faire mal, puis là, tu vas pleurer. Fait que oui, il y a des conséquences. Donc, tu essaies de comprendre que tu es en train de créer une certaine barrière qui n'est pas une prison, qui n'est pas un crib, comme tu appelles ça, un lit d'enfant là, avec des barreaux. C'est ça. Bassinette. Bassinette, oui. Bassinette, c'est comme une prison. Hein? Il n'y a pas d'inspiration pour le mouvement. Tu te sens comme un peu opprimé. Fait que tu gardes des émotions et tu n'interagis pas vraiment. T'sais. Donc, un lit à terre libre ou un lit avec les parents libres et tu laisses cette liberté-là, une diversité d'art au mur, de création, parce que c'est des abstractions. Puis les enfants, eux autres, sont dans un hémisphère droit, donc proximité, émotion, langage non corporel, couleurs, art, animaux, de voir le rythme des saisons dehors, donc 2 heures à chaque jour, à tous les âges, même 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Les bébés résistent au froid bien plus que les parents pensent. Ah oui. Bien plus que les parents pensent. Ils pensent 2 semaines, mettre 3-4 manteaux en même temps, puis tu sais, non. Plus bouger. Tu ne t'estimais pas. C'est comme, oh, mon enfant ne peut même pas passer 5 minutes au soleil, il va brûler. Comment? Explique ça à un Africain. Ils sont capables de tomber, ils sont capables de se casser la gueule. Ouais, ben, c'est même recommandé, en fait. Là, des chutes qui sont quand même assez oppressantes. Ça renforce ce squelette. Quand les dents poussent, là, ça fait tellement mal, là, puis tu peux pas rien faire. Tu peux donner de l'amour, de la proximité, du calme, mais la vie fait sa douleur qui fait que les parents lâchent. Les parents se disent, c'est quoi, je peux pas rien faire avec ça. C'est son combat personnel. Faut pas trop protéger, tu comprends? Faut pas abandonner, mais faut pas se surprotéger non plus, parce que la vie va créer ses douleurs pareilles. Ça fait comme partie d'un contrat de
hein, la vie est tough et c'est comme ça. Et ça, c'est un moment quand même assez difficile pour tous les parents de relâcher ce pouvoir-là. Je prends des belles notes. Je pense qu'on va écrire un article avec tout ça. Parfait. Un article pour promouvoir les vidéos. D'interagir dans plein de langues, français, anglais, à tous les âges, n'importe quand, selon moi. Nous, on a fait juste français. Quand elle a commencé à parler français, j'ai commencé à parler anglais à elle. Donc, ma femme parle français. Moi, je parle anglais à elle seulement. Mais quand elle va à l'extérieur de la maison, comme je à ton tour, tout est en anglais. Donc, les Waldorf, etc., sa gymnastique, ses amis, on connaît d'autres parents qui ont des enfants, donc ils sont tout anglophones. Et quand elle va commencer l'école, mais c'est pas vraiment une école, c'est une école à 3 ans pour l'intelligence sociale, parce que c'est développant aussi de développer l'intelligence sociale, parce qu'un sens, il faut t'apprendre à gérer les gens qui sont ingérables. Parce que d'un sens, quand tu es un enfant puis tu joues avec des enfants qui sont un peu plus rough, intenses, pas vraiment respectueux, ça fait d'eux autres réalités et ça t'apprend à résoudre les conflits. C'est pour ça que quand les parents chicanent, ils sont supposés se chicaner ou ce que ça se règle assez rapidement et que l'enfant voit ça. L'enfant voit le conflit, la tension, il y a ça au niveau non corporel et c'est solutionné ensemble d'une façon intelligente. Puis là, l'enfant, il regarde, wow! Et si, admettons, la chicane va trop loin, bien là, tu dis à l'enfant, écoute, on s'est vraiment chicané, je suis désolé de ça, ça ne t'implique pas, c'est nous, c'est les parents, c'est pas toi. Et oui, des fois, écoute, je ne suis pas parfait, des fois, je dis des niaiseries que je ne voulais pas dire, je m'excuse, je suis sorry. Tu sais, c'est là que ça prend une certaine humilité parentale de dire, écoute, un bon parent, là, pantoute. Non, ça c'est pas correct. Et c'est correct que tu me dis que c'est pas correct, parce que c'est vrai que c'est pas correct. Et je m'en excuse. Et we move on. On grandit avec ça. Tout le monde. Il n'y a pas personne qui est mieux qu'un autre. Là. Intéressant, ça. Donner un exemple, encore une fois. Vas-y. Non, mais c'est de donner l'exemple à l'enfant, encore une fois. Ben oui, exactement. C'est la modélisation. C'est la modélisation parce que l'enfant en prend à travers ses mirror neurons et l'imitation. C'est comme une moment donné, moi, ma fille, elle me regarde et elle me dit ça va être malade. Ça va être malade. Qu'est-ce que c'est ça, cette expression-là? Là, je me suis aperçu que je le disais des fois, tu sais. Fait que là, je sais pas si je l'aime, cette expression-là. C'était un peu genre. Ouais. Tu sais, la connotation dans l'inconscient, c'est pas la même. Là. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que j'ai trouvé ça drôle. Ça me donne des pit points, genre, OK, wow, OK. Voilà. Donc, on lève facilement la voix plus haute à un bébé ou un enfant parce que ça connecte à ton hémisphère droit qui parle à l'autre hémisphère droit de l'enfant par sa réceptivité. Fait que c'est normal de lever sa voix. Ah, mon petit bébé, nanana. C'est comme ça que tu dis lever la voix. Là. Je comprends. Il y a vraiment un sens de soothing effect, une certaine sérénité. C'est le côté expressif, en fait, qu'on va aller chercher. Là. C'est ça. Parce que la communication en tant que telle est dans l'hémisphère gauche, mais c'est informatif. Là. L'autre, c'est l'expressif. Fait que le langage corporel aussi, il va parler beaucoup. C'est rare qu'on lève la voix sans bouger avec notre corps. On n'est pas ah là, on va gesticuler en même temps. Exactement, c'est ça. L'expression. Donc, ce que je m'en allais dire, c'est on garde une certaine proximité et aussi une certaine distance pour se dire « wait, watch and wonder ». Je regarde, j'attends et je laisse impressionner. Tu ne vas pas tout le temps solutionner l'enfant. Tu sais, mettons, l'enfant a de la misère à ouvrir un pot. S'il n'est vraiment pas capable, OK, tu vas lui dire « est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que je peux t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? » C'est pas genre tu fais le pot et tu l'enlèves tout de suite. Ouais? C'est une interaction d'un sentiment d'équipe où ce que la personne se sent supportée. Et de là, il y a des mécanismes d'intelligence qui se disent qu'est-ce que toi, tu pourrais faire pour moi, pour solutionner, comment qu'on pourrait faire? Et donc, ça, c'est vraiment un rythme. C'est un rythme parce qu'on promouvoit l'intelligence interactive de l'enfant.
très important. Excessivement. Je me rappelle, Brain Gym, qu'est-ce qu'on faisait avec les enfants? On disait spaghetti dur, les gens qui sont prêts à participer et qui ont du plaisir à essayer. Il y a ceux qui essayent trop puis qui se fâchent, puis il y a ceux qui essayent jamais puis que finalement, ils abandonnent toujours. C'est intéressant. Fait que là, ce que tu offres, c'est essaie, mais si jamais tu as besoin d'aide, je veux que tu saches que je suis là, mais je ne veux pas que tu abandonnes, mais je suis présent. Le Weight Watch and Wonder, c'est quand même intéressant. Wonder, c'est j'espère que tu vas trouver la solution, mais je ne veux pas te mettre cette pression-là. C'est ça, exactement. C'est la position, je dirais, parfaite. C'est sûr que des fois, tu as des mères qui sont plus protectionnistes. Ouais. Moi, c'est une position qui me va très bien parce qu'on a un enfant qui est quand même assez calme. Ça lance des choses, c'est jamais vraiment passer quelque chose. C'est pas malsain. Là. C'est sûr qu'un garçon est un peu plus intense. L'idée des archétypes, sans tomber dans l'instrumentalisation, c'est que un enfant garçon est pas mal plus sensible. Très, 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 très sensible. Donc, c'est là que le sens du rythme un peu plus lent, un sens de rythme où il faut expliquer comment toi tu te sens émotionnellement et quel est son rôle, qu'est-ce qui se passe, de ne pas incriminer d'une façon indirecte pour envoyer du blâme, des choses comme ça. Il faut faire énormément attention parce que ça peut créer des blessures qui vont... Les garçons ont besoin beaucoup d'amour, énormément, plus qu'on pense. Les filles, ils ont quelque chose d'un peu plus, je dirais, en très bas âge, très indépendant. Je vais faire mon affaire, je ne suis pas touché. Oh, laisse-moi, c'est correct, tu n'as pas besoin de me toucher, je vais faire mes bébelles. Donc, tu respectes ça aussi. Là, tu ne vas pas prendre dans tes bras un bébé qui a envie ou un jeune enfant de 2-3 ans de non, c'est pas le temps de me coller. Moi, j'ai le goût de jouer. Là, je vais jouer. OK. Tu détaches. Tu détaches comme ça. Mais un garçon, c'est différent, c'est plus affectif. Donc, tu vas voir, dans l'amour, si tu précises l'amour, parents, maman, ensemble et vers l'enfant, et non genre zéro amour des parents et tout l'amour vers les enfants, ça, c'est pas des bons mécanismes. L'amour dans toute la dimension. Dans tout l'amour, dans toutes les dimensions, c'est pas nécessairement facile, mais l'enfant est motivé à s'impliquer dans la famille, à faire des choses ensemble, comme la vaisselle, le ménage, se ramasser, s'organiser, avoir des boîtes au sol pour placer ces choses, pour développer le sens d'organisation qui reste pour le reste de la vie. Mais en même temps aussi, il y a cette... si l'enfant est en amour, il dort bien, il apprend bien le langage et il reste très calme et tout va bien. Donc, il ne faut pas banaliser puis incriminer les parents à chaque fois, mais quand quelque chose va mal, tu vas te dire oh, comment est notre niveau d'amour? Si je prends une réflexion personnelle, comment est l'amour dans la maison? Ah, OK, j'ai un travail amoureux à faire. Tu n'es pas obligé de tout comprendre le neurocognitif et le neurodéveloppemental, etc. Oui, ça a une certaine importance, mais si tu te dis ah, on a un cadre amoureux et on sent une carence là, bien là, je vais aller voir un professionnel. Ça a du sens? Oui. Intéressant. Donc, nous, on essaie de faire le possible dans l'amour. Et quand on voit des flares, des tics qui se répètent, des drôles de positions ou sont rampés, semblent désorganisés, etc., on va voir un ostéo, on fait des exercices de neuro, on contrebalance les challenges qu'on voit au plan physique, mais en même temps, on n'est pas là à analyser notre enfant. OK, là, son neuro n'est pas intégré en ce moment. Non, tu comprends? Il ne faut pas trop surprofessionnaliser parce que nous, on connaît les processus. Bien, donc, on rajoute du stress dans l'équation, c'est vraiment bon. L'enfant se développe l'oreille interne, donc on le laisse cogner. Son chien Brico dit prends un jouet qui est mou. Oui, qui fait pas mal. Dans les vibrations. On met, s'il saute sur des sofas puis on n'aime pas ça puis ça nous énerve, ben on achète une trampoline comme ça, capable de stimuler son système vestibulaire. Et nous, il y a 3-4 étages sur ce qu'on reste, 4. Donc, à chaque étage, il y a quelque chose pour le bébé à sa hauteur. Donc, dans chaque pièce, il y a quelque chose qui, lui, techniquement, ça appartient à tout le monde. C'est pas genre, c'est à moi, tu ne touches pas à ça. Il n'y a aucune de ces frontières-là, mais il y a quelque chose qui appartient à elle. Fait qu'elle, elle sent
invité dans chaque pièce. T'sais. Si tu es dans une maison qu'il n'y a rien pour des bébés, tu n'as pas de jeu, tu n'as pas de jeux qui sont la reproduction de la nature, et dans toutes les pièces, il n'y a pas de chaise à sa hauteur, ou une table à sa hauteur, ou d'une cuisine à sa hauteur, bien là, ça envoie des mixed messages dans l'environnement. Donc, tu crées, sans être trop dans le luxe, mais au moins un certain meuble, un certain décor qui considère autant les parents que le bébé enfant. C'est un peu le même principe, ça a l'air con ce qu'on dit, mais avec les chiens, le chien, exemple, tu ne veux pas qu'il soit dominant, tu ne l'invites pas à coucher dans ta chambre à coucher. Hein? Tu veux qu'il sente qu'il est un chien, qu'il ait autre chose que toi, pour son modèle social, pour qu'il ne vienne pas empiétrer par-dessus toi, puis qu'il comprenne que tu es l'autorité suprême. Bien, l'enfant, c'est un humain. Tu veux qu'il ait une forme son sentiment d'appartenance, lui, c'est pas. Tu ne veux pas qu'il soit dans une position de chien, tu veux qu'il soit dans une position d'humain. Puis s'il ne sent pas qu'il a sa place, qu'il est toujours distancé. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, on avait des tables, d'autres tables qu'on rajoutait qui n'est pas la même table, c'est une mini-table, puis on mettait les enfants dessus. Bon, c'est un problème mobilier, mais tu sens qu'il y a une différence sociale. Tu n'as pas accès à l'autre grosse table. Là, là, tu sens que tu es un peu inférieur encore dans la hiérarchie de la famille. C'est quand même drôle. Mais OK, ben, c'est intéressant. On va regarder la morale sans trop s'écarter dans mon petit cerveau droit. C'est de créer un environnement, un peu comme lui, il y aurait des poupées d'enfants, il y aurait des choses, des modèles un peu de son 16 qui peut interagir. Ça crée un environnement que lui aussi a son importance dans son propre monde. Ouais, écoute, un bébé a des jouets bébés, même si c'est un garçon, même si c'est une fille. Un bébé doit interagir avec un bébé parce qu'un jour, il va être parent. Nous, on a même une basinette de bébé. On a même une chaise haute de bébé jouet. On a même un porte-bébé où elle met son bébé dans son porte-bébé puis elle marche avec. On va un peu loin, mais en même temps, ça développe ces qualités-là maternelles. Tu sais, oui, c'est correct de développer l'instinct maternel quand tu as 32 ans, mais tu es peut-être mieux de commencer quand tu es bébé puis tu rentres ça dans les mécanismes automatiques qu'eux autres, ils vont se souvenir un peu de l'enfance. La conciliation de la mémoire, c'est surtout vers l'âge de 7 ans. Donc, les valeurs importantes par rapport à l'amour à 3 ans, c'est la loyauté, le sens de loyauté qu'on apprend de ses parents, de la vie en général. Donc, ce contrat sacré de la loyauté à 3 ans est très important parce que c'est quelque chose qui va rester toute ta vie. Donc, de comprendre et d'analyser d'où c'est qu'on vient, puis de quel type de loyauté qu'on va faire, qu'on va créer et jouer et interpréter et être avec notre enfant. Parce que des fois, on est vrai, des fois, on est faux. Des fois, notre tête est ailleurs, nos pensées sont ailleurs, puis on est très poli avec l'enfant, mais dans le sens, il y a plein de sens conflictuels. Ouais. Donc, le plus possible, l'intégrité et la présence. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Je travaille ça encore. L'intégrité et la présence est quelque chose de primordial pour le développement d'un toddler à 6 ans. Parce qu'à travers tout ce processus-là, on développe notre voix intérieure. Comment qu'on se parle à soi-même là, dans notre voix, là, t'es bon, t'es pas bon, t'es ci, t'es ça. Cette voix de jugement-là est très bâtie dans les sens autonomiques. Et ça, c'est une autre chose de négocier en tant que parent, tu sais. De comment va mon langage intérieur? C'est sûr que, bon, on tombe dans la psychodynamique. Si c'est vraiment sévère, on va voir un professionnel, on ne va pas voir un coach comme moi pour créer des choses comme ça. Ça reste trop dans une profession X, Y, Z. Donc, tout ça pour dire la loyauté à 3 ans est très importante et le sens d'organisation pour développer l'organisation, l'interaction sociale. Il y a un environnement qui n'est pas trop lourd. Tu sais, quand, mettons, tu arrives dans un appartement et il y a des choses partout, tu ne peux même pas respirer toi-même, c'est peut-être un peu rough sur un bébé. Tu sais. Ça prend quelque chose un peu plus calme, reposé. Est-ce que cet objet-là est important? Est-ce que j'en ai vraiment besoin d'être là? Il faut vraiment comme un peu négocier l'environnement. Surtout si on a des enfants hyper sensibles, là, ça vient un autre niveau de... Ah, c'est agressant quand il n'y a pas d'espace. Mon père, il collectionne des choses, puis c'est un peu ça, il empile des trucs. Je suis allé voir, j'ai amené ma fille il y a quelques temps chez lui, puis elle est rentrée, puis on l'a vu, c'est comme, oh, c'est pas normal, ça n'a pas un environnement normal que je suis habitué de voir. On a senti, elle n'avait pas le goût de partir tu sais, un enfant va explorer son environnement, puis elle est restée figée. J'ai senti que ça n'allait pas bien.
Un autre truc que tu disais pour le toddler, l'intégrité et la présence sont super importantes. Moi, je dirais jusqu'à l'âge de 7 ans au moins, parce qu'à partir de 7 ans, est capable, l'enfant, le cortex préfrontal, il permet de rationaliser les émotions. Donc, il va dire, oh, papa est occupé, je le sais, il me l'a déjà dit, là, il travaille, c'est pas le moment. Puis, tu sais, plus capable de faire la répartie entre les événements. Avant ça, c'était un peu plus dur parce qu'ils sont tellement dans le présent qu'ils ne comprennent juste pas c'est quoi le je dérange ou je dérange pas, c'est approprié, c'est pas c'est inapproprié, etc. Qu'en penses-tu? L'apprentissage inné et implicite, explicite de l'inhibition et l'exhibition et de créer un certain contrôle, c'est surtout au niveau du corpus callosum, je dirais au plan neurologique, je crois. Le basal ganglion au niveau Oh, du ça donne. ça, c'est sûr et certain, la prise de décision. Corps-calleux, l'échange entre les deux hémisphères qui permettent de structurer un petit peu plus les pensées d'un mode ce que je perçois et ce que je comprends. Ça irait même jusqu'au développement de l'intuition chez l'enfant, qui est très important, très intuitif. Il faut glorifier ça, il faut l'honorer, il faut le comprendre. Il ne faut pas inhiber l'aspect créatif chez l'enfant. Il faut créer des barrières où il y a des barrières qui sont expliquées claires et un niveau d'amour qui fait que tu es thriving, c'est que tu es en expansion de développement dans une chose que tes parents sont. Tu as des certaines limites, mais tu n'es pas emprisonné, tu es libre. Tu es libre d'être soi-même et tu es libre aussi d'exprimer ta différence d'être toi. Moi, je suis toi. Tu n'es pas obligé d'imiter tes parents pour être parfait. Tu n'es pas obligé d'être comme moi pour être parfait. Au contraire, we acknowledge your difference. They're welcome, sont les bienvenus. Et de là, grandit l'enfant. C'est vraiment une expansion symbolique où ce que l'extérogestation développe un langage empathique, une intelligence empathique, une intelligence émotionnelle, une intelligence logistique, rationnelle, plus tard dans la vie. Donc, je pense que c'est un travail qui va changer le futur et je pense que c'est ça qui termine notre lecture. Yeah! Vite de même! Oui, mon ami! OK, c'est bon. On a parlé de pas mal tout. Oui, mais c'est super. Vraiment content. Les différences sont les bienvenus. Je crois que c'est une belle finale. C'est l'interdépendance. On travaille en équipe, on est une équipe, mais on est dépendant puis on est interdépendant. Et dans ton intelligence empathique, tu vas dire comment moi je me sens, comment mon père me sent, comment mon père se sent dans ses pieds, comment ma mère se sent à travers moi, et tu vois le triangle. Et c'est pour ça que homeschooling, même si tu n'as pas vraiment de cours académiques, l'interaction humaine est tellement complexe que tu développes plein de fragmentations, défragmentations d'apprentissage d'interaction sociale. Dans le fond, je pourrais résumer ça. Nos différences sont les bienvenues, l'interdépendance aussi. Nos différences nous aident à grandir ensemble comme une force. On ne peut pas dire que plus on assemble des différences, plus que ça devient une faiblesse habituellement. Hein. C'est plutôt plus qu'on rajoute de possibilités, plus qu'il y a quelque chose de bien qui va être manifesté en bout de compte. C'est ça. Ce qui arrive, c'est que tu laisses un cadre de développement et tu n'arrives pas à un carriériste, genre, mettons, OK, toi, tu as 5 ans, tu vas être un docteur, tu vas être un professionnel, c'est ça que tu vas faire. Tu vas vivre à Toronto, on va t'acheter un condo, à côté de l'université, on va te payer ton condo, on va te payer ton université. Non. On te donne un espace de développement et tu décideras qu'est-ce que tu fais de ta carrière, où est-ce que tu vas vivre, puis qu'est-ce que tu vas faire. Moi, je sais que étant jeune enfant, j'ai fait le possible pour avoir la phase neurodéveloppementale pour être qui tu as envie d'être et d'être connecté à son plan optimal, au plan sensoriel pour bâtir ton authenticité, ton style et ta personne et que tu sois homosexuel, transgenre, un artiste, un musicien, ça ne change absolument rien. J'ai un amour inconditionnel à tes choix que je respecte. Je suis content qu'en tant que parent, j'ai pu créer une certaine harmonie d'écosystème qui n'était pas parfaite, mais qui était le mieux que j'ai pu faire. Ça, c'était une belle fin. L'autre n'était pas bonne. Excellent. Hey, un énorme merci, Benoît, encore une fois. J'invite tout le monde à partager. Moi, j'ai trouvé ça, c'est vraiment mieux que je pensais. Puis on a parlé souvent du sujet. Je veux prendre l'instant. Tu sais que tu es comme un frère pour moi. Vraiment, du fond du cœur, je t'aime.
j'ai quasiment des petites larmes à te dire, mais c'est comme ça, tu es vraiment important pour moi, puis je suis extrêmement fier de toi, puis je ne veux pas faire figure paternelle, puis je vais faire figure fraternelle, je suis extrêmement fier de toi et de ton développement. C'est bon. Hein? Hein? Frère, ami, expert, professeur, tu as tous les labels, man. C'est fantastique. Ben, c'est correct. Puis ça, je trouve ça fascinant les distances ne changent pas. On continue à faire évoluer. Je pense que notre mandat, c'est vraiment d'aider les gens à grandir ensemble. Puis c'est harmonieux ce que tu nous as présenté. Ça a plein de bon sens. Il y a des gens qui ne comprendraient pas exactement tout. Ces concepts-là, mais il y a d'autres choses qui sont très, très, très flagrantes, très, très prouvées, super. C'est vraiment harmonieux comme lecture. Je te félicite parce que je sais que pour toi, structurer quelque chose comme ça, c'est pas quelque chose dans ta nature. Tu es plus décousu puis tu as vraiment fait un bon travail. Donc, on va présenter ce contenu-là, un peu une branche anglophone prochainement. Moi, j'ai pris beaucoup de notes. Okay? Tu sais comment j'aime prendre des notes. Là, j'ai structuré un petit document, je vais l'améliorer, puis je pense qu'on va l'offrir en tant qu'article aussi pour les gens qui préfèrent lire que tout écouter. Donc, ils auront le choix aussi de voir le lien YouTube dans le texte. Si c'est le cas, évidemment, vous voyez ça, partagez l'article pour les gens qui n'ont peut-être pas le temps d'écouter les vidéos complètes, parce qu'il y en a toujours, moi, 1h30, c'est trop long. Fais-moi un résumé, bien, vous aurez un résumé écrit. Abonnez-vous sur les pages. Même chose, on offre un livre gratuit, en fait, sur le testing du système nerveux. On va offrir plusieurs livres gratuits prochainement pour vous, parce que le but, c'est l'éducation. Inscrivez-vous sur nos infolettes. On ne donne jamais de cochonneries. Ça va toujours être du bon contenu. Ça va vous dire ce qui s'est passé dans la semaine. On n'est pas là pour vous vendre des affaires tout le temps. On est là pour vous informer, vous éduquer, partager. C'est ça le mandat. Puis on fait ça par pur bénévolat. Exact. Benoît et moi, en ce moment, c'est dans le but d'offrir. Donc, c'est gratuit. Puis moi, je suis super content que tu aies fait ça parce que en ce moment, Alexandra est à 6 mois de grossesse. Puis définitivement, j'aimerais qu'elle passe un peu de temps avec toi. Puis que je vais lui faire lire ça aussi en même temps pour que ça va lui parler. Je pense que ça devrait parler à tout le monde, hein, parce que ça se peut qu'il y ait plus de bébés après le coronavirus, on ne sait pas. On va voir. Donc, un énorme merci. L'allaitement, même si tu as le COVID-19, ne passe pas dans le lait maternel. Non, c'est ça, c'est super cool. Qu'est-ce que tu préfères comme mode de communication pour les gens qui te parlent par Messenger, par Instagram, qui t'appellent? Exemple, il y a un couple de fitness ici qui veulent un enfant. Moi, j'ai tous les médias possibles. Donc, Instagram, Facebook, toujours les bienvenus. Toujours. Parfait. Bon, mais génial. Je vais essayer de mettre le lien aussi dans le... je vais me l'écrire ça en note pour ne pas oublier. Là, mettre lien à Ben, lien Insta et Facebook pour qu'ils puissent te contacter. Bon, ben merci beaucoup. Thank you. Puis, passe une bonne fin de journée. Au plaisir. Merci beaucoup. Bye, bro.